La transition énergétique, qu'est-ce que c'est? Chaque jour, nous consommons de l'énergie devenue indispensable pour notre quotidien. Sans elle, pas de déplacement, de chauffage, ni même de lumière. C'est parti. Pour bénéficier de ce confort, nous produisons de l'énergie de différentes manières. Depuis longtemps, nous utilisons les énergies qu'on appelle fossiles. Elles comprennent le charbon, le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, la plupart de nos équipements les utilisent, comme les voitures qui roulent à l'essence et au diesel. Mais elles viendront un jour à manquer et produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Dans les années 70, la France a investi dans le nucléaire. Aujourd'hui, ce sont 58 réacteurs qui fournissent les 3/4 de notre électricité. Mais le nucléaire, c'est également des déchets qu'il faut traiter, des mesures de sécurité garanties. Enfin, il y a des énergies dites renouvelables. La nature fournit sans limite ces matières premières. Elles permettent de produire de l'énergie de manière beaucoup moins polluante. Mais elles sont également variables. Le soleil ne compte pas toujours, et le vent ne souffle pas tout le temps. Mais la transition énergétique, c'est également s'interroger sur notre consommation d'énergie. Nous n'avons pas forcément conscience de l'impact de nos gestes quotidiens, à la fois sur la nature et sur l'environnement. Par exemple, a-t-on vraiment besoin d'écrire toute sa machine sans se n'occupe qu'une seule pièce? Mieux consommer permet aussi d'optimiser notre système énergétique, afin d'être moins dépendant des importations toujours plus chères et de garantir un accès équitable à notre monde. Et voilà. C'était bien. Hein. C'est ça. C'est l'introduction. Oui. C'est vrai. C'est pas faux. Bon, avant d'avoir des opinions bien tranchées sur le sujet, on va déjà essayer de voir une petite question de définition. Est-ce que quelqu'un parmi vous est capable de me donner la définition de ce que c'est que l'énergie? Oui. C'est la capacité à donner du travail. À donner du travail à qui? À des étudiants? Oui, c'est vrai. Un objet. À un objet, Un oui. système. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon, tu veux dire? Oui. On peut utiliser de l'énergie pour donner de l'élan à un pigeon. Il y a une autre d'autres définitions? Oui? Ça va faire changer l'état d'un système. Oui, exactement. Vous êtes trop fort. En fait, je ne sers à rien. Ça, je le savais, je m'en doutais un petit peu. Oui, ça permet de faire des transformations, de changer l'état d'un système. L'énergie permet d'effectuer des transformations sur un environnement. Alors, je vous ai mis quelques exemples, une photo de ma voiture. Ça permet de faire quoi, ça? C'est une Opel Astra, on s'en fout. Ça transforme en quoi en quoi? Puisqu'on a dit que ça permet d'effectuer des transformations. Ça transforme quoi en quoi? L'énergie de combustion en énergie synthétique. Oui, Ça transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. c'est ça. En gros, ça, c'est un système qui permet de transformer de l'énergie de l'essence en énergie cinétique, en gros, en déplacement.
Ça? Comment ça, la même chose? C'est la même chose que ma voiture? Bah, bravo. Ça en plus puissant. Je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui disait que ça remplaçait 2000 personnes à pied. Enfin, 2000 paires de jambes. Maintenant que l'idée est lancée, je pense qu'on pourrait essayer, ça peut être rigolo. Ça permet de faire quoi, ça? Ouais. On a l'énergie électrique en énergie thermique. Oui. Ça fait un transfert d'énergie, en fait, ça enlève la chaleur qui est à l'intérieur du frigo et ça l'envoie à l'extérieur du frigo, sachant que l'énergie est conservée, hein, là, il y en a juste un petit peu plus d'électricité qui est consommée. Donc ça transforme l'énergie électrique pour faire un gradient de température, en fait. Donc ça transforme l'environnement. Ça, c'est... Ça transforme de l'énergie chimique également. Donc de l'hydrogène et de l'oxygène pour la partie centrale. Et puis exactement la réaction chimique des propulseurs à poudre des EAP qui sont sur les côtés. Je ne sais pas exactement, c'est des solides, hein, mais ce que c'est comme réaction chimique. Je crois qu'il y a de l'aluminium en plus dedans. Ça pollue beaucoup. Bon, il n'y en a pas beaucoup. On n'en croise pas tous les jours, donc ça pollue beaucoup, mais à un seul endroit en même temps. Et c'est beaucoup d'énergie. Alors là, je ne sais pas en faire. Il faudra demander à Jean-Marc Jancovici combien une fusée Ariane 5 transforme d'énergie musculaire. Mais ça transforme de l'énergie chimique en énergie cinétique, effectivement, et beaucoup d'énergie cinétique et énergie potentielle d'ailleurs, parce que ça l'envoie dans l'espace. Ça, ceci est un radiateur, ça transforme en chaleur, de l'énergie électrique en chaleur. Ça, quelqu'un reconnaît? Non, ça c'est le LHR. Du CERN. Ça signifie Large Hadron Collider. LHC, non? Le grand collisionneur de hadron. C'est quoi le grand? C'est le LHC du CERN, c'est le grand collisionneur de hadron qui transforme L'énergie électrique en énergie cinétique. Bah, oui. Après, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais ça accélère des particules. On va dire des particules, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, à très haute vitesse, à quelques pourcentages de la vitesse de la lumière. On verra à quelle unité ça se mesure. Énergie cinétique. On a beaucoup de déplacements. Ah, celui-là, c'est transport de l'énergie électrique. Énergie d'aspiration. Énergie pneumatique. Oui, on peut dire du pneumatique, une dépression. Ça crée un gros courant d'air, on va dire. Quelque part, c'est de l'énergie cinétique, quelque part aussi. Hein, mes geeks? Ça transforme de l'énergie électrique en divertissement. Non, en chaleur, tout simplement. Tous nos petits gamers, là, ils nous permettent de réchauffer la planète plus rapidement. Voilà. Et alors, désolé pour la vidéo, parce que là, ça va être pile poil sur la vignette de vos têtes. C'est une grue. Ça ressemble à... Ça sert à quoi? Ça transforme de l'énergie électrique en énergie potentielle, puisque ça soulève quelque chose. Énergie chimique. En énergie cinétique. En énergie qui sert à rien, j'ai horreur du sport. Et ça permet même, il n'y a jamais un bon diaporama s'il n'y a pas un chaton. Donc voilà, c'était ce moment-là. Et ça permet de faire fonctionner un chaton également. Qui sert à faire des câlins. Et on va en avoir beaucoup besoin. Bien, après ce petit jeu, alors j'ai mis les unités de l'énergie, sachant que de l'énergie, ça reste de l'énergie. Hein. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a énormément
d'unités pour l'énergie. Alors, est-ce que vous les connaissez? Si je vous demande l'unité reine de l'énergie, c'est le joule. Joule, watt. Non, non. Enfin, si, ça a à voir, mais non. La grande difficulté que vous allez avoir, c'est de ne pas confondre ce que c'est qu'une énergie avec une puissance. Généralement, là, c'est le festival du n'importe quoi en troisième année. Donc non, une puissance, une énergie, ce n'est pas la même chose. Il y a une notion de temps entre les deux. Donc, celle que vous connaissez tous, c'est le joule. Si vous êtes arrivé là, vous avez fait quelques études de physique. On arrive en cycle ingé, généralement, on a fait un peu de physique. On a tous calculé une énergie potentielle qui est mgh, la masse, fois g, la gravité, fois h, la hauteur. L'énergie cinétique, l'équivalence entre l'énergie et matière. Ah ouais, elle est belle celle-là. Elle est toute con, mais... En gros, ça veut dire que même la matière, c'est de l'énergie. Hein. La masse, c'est une propriété de l'énergie. C'est ce qui était dit Voilà. En gros, vous avez de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie chimique, de l'énergie... Quelle est la deuxième que tout le monde utilise tous les jours et les gens y râlent et disent pas « Oh là là, disons, le prix du joule a vachement augmenté. Hein. » Non. C'est quoi l'unité? Les kilowattheures. Ce ne sont pas des kilowatts, ce ne sont pas des watts, ce ne sont pas des wattheures, ce sont des kilowattheures. Une énergie, c'est forcément une puissance multipliée par un temps. Oui. Du coup, en théorie, water, c'est quand même correct. Des wattheures, c'est une énergie. Mais c'est pas ce que tu payes. Et vous pouvez utiliser... Alors, on va faire toute la famille. Pour passer du joule au kilowattheure, c'est quoi? C'est multiplié par 3600 et on divise par 1000, donc fois 3,6. Parce que tu passes de watts à kilowatts. Alors, un joule, c'est un watt seconde. Oui, non, c'est le contraire. Ça, c'est quand on fait du kilowattheure. C'est divisé par 3,6. Une seconde. Il y a combien de secondes dans une heure? 3600. Et il y a combien de watts dans un kilowatt? Donc ça fait 3,6 10 puissance 6 joules, 1 kilowatt heure. Je suis passé à côté du drame. 1 kilowattheure, c'est 3 600 000 joules. Un joule, c'est tout petit. Mais c'est tellement quand même. Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez? Vos voitures, c'est quoi la puissance de votre voiture? Les chevaux. Ça s'appelle le CV, le cheval vapeur. Ça fait 735 watts, un truc comme ça. Un homme, c'est beaucoup moins. C'est moins qu'un cheval. Un homme, c'est un... Ah non. Un cheval vapeur, c'est 735 watts, un truc comme ça. Du coup, c'est une puissance. Et vous, c'est beaucoup moins. C'est en watts. Un cheval, c'est des pareil que des... Si c'est des watts. Oui, c'est une puissance, t'as raison. On a les calories. Donc les calories, ça sert à quoi? Les informations nutritieuses. Ouais, on s'en sert également pour la chaleur. Pour la terre. C'est l'équivalent de combien il faut d'énergie pour monter 1 gramme d'eau à une telle température d'1 degré, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, vous irez voir sur Internet. Et puis enfin,
l'électronvolt, qui est également une énergie utilisée. Alors ça, c'est tout petit. Mais quand on est dans les collisionneurs de particules, les machins comme ça, un électronvolt, c'est la puissance nécessaire pour accélérer un électron sur un volt, entre deux plaques de condensateur d'un volt. Donc c'est pas grand chose parce que déjà c'est en gros de l'énergie cinétique d'un électron qui n'est pas bien lourd sur une vitesse qui peut être certes élevée mais sur une masse qui n'est pas très grande. Un électron. Oui, exact, le cheval vapeur c'est une puissance. Désolé. Et même les plus grands se trompent. Je l'avais fait exprès pour voir si vous alliez trouver l'intrus. Non, je n'avais pas fait exprès. Bien. On va maintenant attaquer un deuxième problème au niveau des idées reçues, les ordres de grandeur. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie est chère? Non. Parce que vous êtes riche. Puisqu'il y a des alternants. Ils vous font croquer un peu les alternants? Non, puis là, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez que 7. Levez la main, les alternants. En plus, ils sont tous alignés là. Puis, pourquoi toi, t'es là, toi? Il y a déjà scission. Hein. Je pense que là, il y a quelqu'un qui essaye de s'éloigner du groupe. Donc là, c'est ceux qui vont payer l'apéro ce midi. Parce que eux, ils ont un salaire. Donc à part pour les alternants, on a eu, juste avant la crise Covid, on avait la crise des casseurs de rétro. Oui, ma voiture a un rétroviseur de cassé, parce que ça rencontrait le pied d'un gilet jaune. Enfin, le gilet n'avait pas de pied, mais la personne qui était dans le gilet. Il avait également un chien méchant au bout de sa laisse. Enfin bref. C'est une anecdote sans importance. Alors imaginez, je voulais en amener un, mais comme c'était à 8 h du matin, je n'ai pas pu aller en acheter avant. C'est un pack d'eau. Qu'est-ce que je peux faire avec 1 kWh? Imaginez, je prends un pack d'eau et je le monte sur 1 mètre. Après, ça ne fait pas tout à fait 1 mètre, ça fait 80 cm. Et un pack d'eau, ça fait 1 kg à peu près. Et on l'amène ici. Je peux faire ça combien de fois avec 1 kWh d'énergie? Allez. Oui. Une centaine de fois, qui dit mieux? Un joule, c'est l'énergie nécessaire pour pouvoir soulever. Ouais, tu peux arrondir à 9 ou 10. Oui. Un joule, c'est bien l'énergie pour soulever sur 1 mètre 1 kilo de quelque chose sur Terre. Alors sur Terre, si le jour où la gravité sera à 10 mètres par seconde carré, on peut dire que c'est ça, oui. Du coup, on peut faire l'équivalence du kilowattheure. Oui, faites-le. Ça fait 3,6 fois 10 puissance sur 6. Du coup, on divise par 6 parce qu'on a 6 kilos. Ah, c'est 10 kilos. Ça fait 9 kilos un pack d'eau. C'est 1,5 litre fois 6. Vous divisez par 9. Bah après, tu peux prendre des packs de 6. Hein, tu peux faire le calcul pareil. J'ai l'habitude de prendre des packs de 6, c'est pour ça. Il n'y a pas de différence, c'est laborieux. Bon, ça, c'est pas de tête. Bon, je fais le calcul. C'est plus de 40 000 fois. C'est 40 100 et quelques. En prenant un pack d'eau. Donc, vous prenez un pack d'eau. Vous pouvez refaire l'expérience chez vous. Hein. Et ce qui j'aimerais bien savoir, c'est d'ailleurs, je vais le faire, mais on avait que 2h30 ce matin. Pendant toute la séance, en prendre un parmi vous. Tiens, Tristan, il est où? J'ai pensé à toi, parce que tu m'as fait bosser sur ton projet l'année dernière. Je voulais te faire bosser pour nous.
Soulevez un pack d'eau. Désolé de t'avoir réveillé. Un pack d'eau 40 000 fois, combien de temps ça vous prend? Parce que c'est ça. Alors je vous ai mis l'équivalent en tonnes de terre. C'est 360 tonnes de terre à une hauteur de 1 mètre. Vous faites un trou. 360 tonnes de terre. C'est 10 heures de vélo à fond. En gros, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont à la salle de sport. Bon, visiblement pas. Mais... Je voulais également amener un rameur, mais c'est compliqué, c'est long, machin, etc. J'ai un rameur à la maison qui m'affiche la puissance instantanée. Sachant que pour connaître la quantité d'énergie, ben, j'ai qu'à multiplier par le temps où je fais du rameur. Et 100 watts, il faut les tenir déjà. Alors moi, je suis très sportif, ça va. Mais en gros, il faut faire ça pendant 10 heures. Vous imaginez faire du vélo à fond pendant 10 heures. Alors, en puissance, oui, on fait 100 watts environ. Je pense qu'un sportif du Tour de France, il doit aller jusqu'à peut-être 200-300 watts, mais pas très longtemps. Après, l'énergie, c'est une question de durée aussi. Et puis, alors là, c'est pareil, hein, j'ai vu ça dans une conférence de Jean-Marc Jancovici, qui est le père du bilan carbone, pour ceux qui le connaissent. Ça équivaut à 2 randonnées à montagne avec un dénivelé de 2000 mètres. Vous prenez un sommet à 2000 mètres, vous prenez votre petit sac à dos avec de l'eau, hein, avec votre pack d'eau, 9-10 litres. Vous montez tout en haut, vous avez fait 1,5 kWh. C'est ça l'ordre de grandeur, parce que c'est qu'un kilowattheure. C'est tout bêtement également un radiateur de 1000 watts qui fonctionne pendant 1 heure. Comme quoi l'énergie mécanique, c'est quelque chose de précieux. C'est beaucoup plus facile de faire de la chaleur que de faire de l'énergie mécanique. Surtout avec ces gens. Alors maintenant, deuxième question au niveau des ordres de grandeur. Est-ce que vous connaissez la quantité d'énergie que contient un litre d'essence? Alors ne me la sortez pas en joules parce que moi ça ne va pas me parler. En kilowattheure. Bah, dites-moi quelque chose. C'est 1 kWh, 2 kWh, 3 kWh, 100, 10, 10 000 1,6 Non. 1 sur 3 Pourquoi 1 sur 3 On cherche l'ordre de grandeur. C'est aux alentours de 1, c'est aux alentours de 10, c'est aux alentours de 100, de 1000. 10 Ouais. C'est environ 10 kWh. Par contre, quand vous le transformez en énergie mécanique, vous en récupérez au mieux 4, avec un moteur à 40%. Ça veut dire qu'il y en a 6 qui vont réchauffer les petits oiseaux. Mais qui se prennent les pales des éoliennes, donc c'est pas un problème. Alors maintenant, combien ça coûte 1 kWh? Comment? Avant quoi? Avant la crise énergétique. La crise énergétique, elle a commencé depuis qu'on a commencé à puiser du pétrole. Donc, je sais pas, le litre d'essence, il est à combien? Voilà, vous savez combien il y a de kilowattheures dans un litre d'essence. Vous allez être capable de calculer combien ça coûte environ. 20 centimes environ, oui. Et le kilowattheure électrique,
17, 18. Il est entre 15 et 20. Ça dépend du type d'abonnement que vous prenez, si on prend l'abonnement, etc. Alors c'est plus proche de 20 que de 15, mais c'est entre 15 et 20 centimes d'euros. Licence ou d'électricité, c'est la même chose. Ça coûtera le même prix. Bon, la différence quand même, que si vous prenez 1 kWh d'énergie électrique, que vous l'envoyez dans un moteur électrique pour obtenir de l'énergie mécanique, le rendement il est de l'ordre de 95%. Alors que si vous prenez 1 litre d'essence avec 10 kWh, que vous l'envoyez dans un moteur thermique, vous récupérez que 4 kWh seulement. Le rendement d'un moteur électrique est quand même meilleur à ce niveau. Parce que c'est bien beau de parler d'énergie, mais c'est quelle forme elle est. Et généralement, c'est l'entropie la plus grande, c'est la chaleur. C'est le niveau de désordre le plus grand. La chaleur, c'est difficile de refaire de l'énergie à partir de la chaleur. Ça se fait, c'est le principe des centrales nucléaires, etc. Mais c'est compliqué, on n'a jamais un bon rendement de ça. On a toujours beaucoup de pertes. Donc quand vous avez de l'énergie mécanique, essayez de la conserver sous forme d'énergie mécanique le plus longtemps possible, parce que dès que vous la commencez, elle est perdue en chaleur, c'est compliqué de la récupérer. C'est pas faisable, on le fait dans un frigo, c'est le cas des pompes à chaleur, mais c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous pour transporter des packs d'eau pendant des heures pour 20 centimes? Parce qu'en gros, 40 000 packs, vous n'allez pas le faire en 1 heure, en 2 heures, certainement vous y allez passer la journée. Et vous êtes payé 20 centimes. Moralité, ça veut dire que chacun d'entre vous, et chaque être humain sur Terre, les chats aussi, mais dans une moindre mesure, c'est comme s'ils avaient 200 esclaves énergétiques à leur service, l'équivalent de 200 personnes à son service, tout le temps. En France, c'est plutôt 600. Et si vous prenez un directeur des études en école d'ingé qui fait rien de ses journées, qui fait pas ses vêtements, qui fait rien du tout, c'est plutôt 2000. Monsieur Tassin aussi, parce que, allez, hop. Et en gros, ce sera votre cas également, parce que vous allez devenir des cadres dynamiques et que vous n'allez pas fabriquer vous-même vos vêtements, votre nourriture. Alors peut-être que vous aurez un potager, vous ferez pousser des tomates en été, et quelques salades et des choux en hiver, parce que vous allez avoir une petite maison, parce que vous aurez les moyens, surtout les alternants dès maintenant, du coup, parce qu'ils ont de l'argent. Mais quelque part, il faut savoir que tout ce qui vous entoure, vous n'avez pas participé à l'élaboration de ces choses-là, des rideaux sur les bords de l'amphithéâtre, sur le tableau, sur tout ce que vous avez, votre console de jeu, tout ça, c'est pas vous qui l'avez fabriqué. C'est d'autres personnes qui l'ont fabriqué, et c'est souvent, c'est quoi qui a fabriqué tout ça? Des machines, on a vu dans la première diapo. Donc 200, c'est une moyenne mondiale, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent avec très peu. Ou on va dire, si vous n'utilisez pas du tout d'énergie, que vos jambes, etc., il faut quand même la nourriture, mais si vous faites votre nourriture, etc., voilà, il n'y a pas. En gros, il n'y a qu'à l'ère de, je sais pas, Louis XIV, qui avait peut-être 200 personnes à son service. Maintenant, c'est chaque être humain sur Terre en moyenne. Et je vous ai mis là. Alors, c'est peut-être pas super clair, parce que j'ai pas réussi à... J'ai eu un problème vertical, en fait. Ici, vous avez moins de 65 000 ans. Ici, vous avez Jésus-Christ. Donc, c'est le zéro de notre calendrier. Et nous, on est là. OK ? 65 000 ans d'évolution d'êtres humains. Parce qu'ils avaient mis l'évolution du nombre des hommes, et des femmes aussi, je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'est des gros machistes. Alors, la soute, c'est l'INED. C'est l'Institut National des Études Démographiques, ça doit être un truc comme ça. C'est officiel, etc. Et ils ont mis les hommes, et aussi les femmes. S'il n'y avait que des hommes, ils auraient passé un bon moment au début, et puis après, ce serait fini. Donc, des êtres humains sur Terre depuis 65 000 ans.
On est resté pendant très longtemps à moins d'1 million. À cause des aléas climatiques, c'était compliqué de survivre. 1 million d'êtres humains sur Terre, hein, c'était pas fou. Hein. Même il y a plus de Parisiens maintenant, hein, de nos jours. J'ai rien contre les Parisiens. Puis après, on est resté en dessous de 10 millions. Il y a des moments où on n'est pas passé. Il y a vraiment eu de l'extinction. Là, on est Homo sapiens, on va dire. Après, il y avait d'autres hominidés hein, sur Terre qui ont disparu, comme l'homme de Néandertal, par exemple. Et puis, on arrive jusqu'à une période où il y a environ un peu moins de 10 000 ans, ça a explosé. Je pense que les gens qui étudient les espèces invasives sont habitués à ce genre de graphique. C'est exponentiel. C'est même plus qu'exponentiel, c'est quasiment vertical. Hein. Et le pire, c'est qu'on vous a mis sur le graphique des épidémies, des choses, des guerres. On a l'âge du bronze, l'âge du fer, on a les épidémies du haut Moyen-Âge, la peste noire. Ça fait à peine une petite flexion. Oh, qu'est-ce que quelques millions de morts, mais en gros, ça n'a rien changé à l'évolution. Donc si on met en corrélation les ressources naturelles, les 200 esclaves énergétiques avec ça, on voit vite qu'il y a un problème. Je vous ai mis un autre graphe qui représente en fait l'évolution. Alors, je suis remonté moins loin. Ça, c'est Jean-Marc Jancovici également, la source. L'évolution des différentes sources d'énergie en kilowattheure par habitant. Oui, parce que c'est écrit en italien, je ne sais pas pourquoi. Et on a... Donc c'est par habitant. Et on voit qu'on a, au fil des années, on avait beaucoup de bois. Puis on a eu du charbon. Coal, c'est le charbon. Oui, puis là-haut, c'est écrit en anglais, alors je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a eu oil, c'est, on va dire, le pétrole. Puis le gaz, l'hydroélectrique, le nucléaire et le renouvelable. C'est la proportion d'énergie. Alors, nous, on se situe un petit peu après ça. On est là. Les gens qui pourraient penser de se dire on va trouver une nouvelle source d'énergie pour remplacer toutes les autres, hein, comme dans Le Seigneur des Anneaux, une énergie pour les gouverner toutes, eh ben, c'est pas ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. On a toujours besoin de bois, on a toujours besoin de charbon, on n'a jamais autant utilisé de charbon que maintenant. Et le nucléaire n'a pas résolu le problème, c'est une toute petite proportion, c'est au niveau mondial. En France, c'est beaucoup plus, hein, on est à 80% environ de nucléaire. Mais alors, ça s'explique tant simplement, c'est par exemple pour faire une mine de charbon, vous avez besoin de bois pour étayer les galeries, pour récupérer le charbon, sinon ça s'effondre. Donc, quand on a exploité le charbon, on n'a jamais autant coupé d'arbres qu'à cette période-là. Le problème, c'est que le bois, c'est des puits de carbone, donc on a besoin de forêt. Alors après, si c'est géré, pourquoi pas. Mais voilà, donc le problème, il est là, c'est que vous avez quelque chose qui est, au niveau évolution, population mondiale, qui est exponentielle. Et puis là, c'est peut-être pas exponentiel, mais c'est quand même bien croissant. Une autre image que j'aimerais bien graver dans vos esprits aussi, c'est le lien qu'il y a entre le PIB, alors là c'est le GDP, c'est l'acronyme anglais. Donc le PIB par habitant mondial. C'est la variation, c'est exprimé en pourcentage. Vous pouvez retrouver sur Internet, les autres années je mettais les valeurs brutes. En pourcentage, on se rend mieux compte qu'il y a un lien direct entre la consommation d'énergie et en gros de pétrole qu'on puise dans le sol, la quantité de pétrole qu'on puise dans le sol et l'économie qui va suivre. Et on pourrait se dire, mais c'est parce qu'on a plus de PIB qu'on consomme plus d'énergie. En fait, non, c'est le contraire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous sortez 1 litre d'essence du sol et vous créez de l'économie derrière, soi-disant de la croissance infinie, sur des ressources
qui sont gratuites, parce que le pétrole, personne ne le paye. Hein. J'ai jamais vu aucun économiste dire le pétrole dans la Terre, il a telle valeur. Non, on considère que ce qui est dans la planète, les minerais, les machins, c'est gratuit. On n'a qu'à se servir. Et on considère même dans tous les modèles économiques, et c'était ta phrase d'introduction, que la croissance infinie sur des ressources finies, c'était possible. Alors c'est peut-être dans le calcul des économistes. J'ai pas fait des études d'économie, j'étais nul là-dedans. Mais je comprends pourquoi j'étais nul là-dedans, parce que ça ne peut pas fonctionner. Enfin, à mon sens, ça ne peut pas fonctionner. Donc gardez bien la corrélation qu'il y a entre ces deux courbes. La consommation d'énergie et la croissance. Parce que les deux sont liés. Et ça devient un problème. Ok ? Alors maintenant, on va voir un peu les énergies fossiles. Le problème des énergies fossiles et de l'environnement. Parce qu'on a vu dans le diagramme que les énergies renouvelables, et même si on intègre le nucléaire comme énergie renouvelable, ce qui n'est pas le cas, c'est pas du tout renouvelable le nucléaire, on va dire que c'est un moindre mal pour l'instant au niveau des gaz à effet de serre. Il se fait quelle heure là ? C'est long, c'est dans les temps. L'énergie nucléaire ne rejette pas de CO2, mais ce n'est pas plus renouvelable qu'une autre énergie. Donc le danger serait de se dire, oui, bon, on va arrêter toutes les énergies fossiles, et puis on va tout passer au nucléaire, ça va résoudre le problème. Parce que vous avez vu que non. Le graphe, il montre bien que non. Pour faire du nucléaire, pour aller chercher du minerai, on a besoin de pétrole. Pour chercher le pétrole, on a besoin d'acier. Pour faire de l'acier, on a besoin de charbon. Oui, ça se fait avec du charbon, l'acier. Et pour faire du charbon, on a besoin de bois. Et donc, en fait, ça ne résout pas le problème de l'équation. On est d'accord avec ça? Alors, on a fait travailler nos plus brillants scientifiques dans un consortium, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, le GIEC, qui a un autre acronyme en anglais également, qui sont constitués en 3 groupes, qui ont sorti entre 2021 et 2022 des rapports. Tout le monde en a entendu parler? Qui n'a jamais entendu parler de rapport de GIEC? Ok. Vous venez d'où? Burkina Faso. On va tous aller au Burkina Faso, ça a l'air d'être cool là-bas, ils ne nous embêtent pas avec les problèmes de réchauffement climatique. Facilement, on monte à 47 degrés. 45 degrés? 47. 47. Ah, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. Non, non, attends, fais un. Franchement, pauvre bichon, il fait chaud, 47 degrés, mais c'est rien du tout ça. C'est rien du tout parce que c'est l'année la plus fraîche des 20 prochaines en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que nous ça va, on n'est pas très loin de la Bretagne et de la Normandie. Donc on a encore un petit peu d'eau pour boire, pour faire du cidre et de la bière. Le problème qui va se passer, c'est pour les gens justement du Burkina Faso, qui sont sur les tropiques, qui vont avoir des températures qui vont monter au-dessus de 37 degrés. 37 degrés, c'est la chaleur du corps humain, et au-dessus, vous pouvez transpirer tout ce que vous voulez. Il n'y a plus d'évaporation possible, vous allez forcément mourir en fait. Il y a un risque de décès. Et toutes ces populations-là, en fait, ne pourront plus vivre à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont migrer forcément vers le nord ou vers le sud pour avoir des températures plus acceptables, parce qu'ils ne vont pas se laisser griller sur place. C'est normal. N'importe qui à leur place ferait pareil. Et ça crée plein de problèmes socio-économiques. Parce que, en gros, les terres habitables, elles diminuent. Ça, c'est l'effet secondaire. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai essayé de vous résumer. Il y a une chaîne qui s'appelle... Une chaîne YouTube, je vous donnerai le truc. C'est Anatole, ou je sais pas. Chez Anatole, je crois, ça s'appelle. Où il a fait des petites vidéos très courtes de moins de 10 minutes sur les différents rapports. Donc, j'ai regardé ces vidéos, puis j'ai mis un petit résumé de ce qu'il disait, parce qu'il faisait déjà le résumé de résumé. C'est des rapports, les rapports du GIEC, c'est des rapports qui font 2000, 3000 pages. Je vous les mets, vous pourrez aller les consulter, aller explorer, il y a plein de choses intéressantes dedans. Mais c'est velu. Alors ce qu'il faut en retenir, puisque moi ici je vous montre la porte, c'est à vous de l'ouvrir, que le groupe 1, c'était en 2021 qu'ils ont sorti ça,
il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les sols. Parce qu'avant, on se demandait si puiser du pétrole, du charbon, etc., et de renvoyer tout le CO2 dans l'atmosphère, c'était vraiment grave ou pas. Là, on a dit que oui. C'était une avancée phénoménale. Ça n'a fait broncher personne. Personne ne se dit « Oh ouais, ok ». Sinon, il y a quoi sur Netflix ce soir une nouvelle série? Aucun effet. Deuxième groupe. Alors le premier groupe, ils essayaient ils travaillaient sur les effets. Quels sont les effets du réchauffement climatique? Enfin, du changement climatique, il faut mieux dire changement climatique, parce que sinon, tu as tous les climato-sceptiques, à chaque fois qu'il fait froid, ils disent « Ah, ben, le réchauffement climatique, hein, on en reparle ». Évidemment, climat et météo, ça n'a rien à voir, mais bon, enfin bref. On en a tous dans la famille. Hein. Le groupe 2, eux, c'était plutôt sur les conséquences. Donc, quelles vont être les conséquences du changement climatique? Donc, les conséquences du changement climatique, c'est le changement du climat, déjà. Donc, perte de la biodiversité. Vraiment, les coraux, il y a des coraux qui meurent hein, quand la température de l'eau se réchauffe, etc. Épuisement des ressources naturelles, dégradation des écosystèmes, le changement démographique, accroissement des inégalités et pandémie. Bah oui, on a eu tout ça, hein, en fait, déjà. On est déjà dedans. Et puis le groupe 3, ils ont essayé de trouver des scénarios. Alors, ils ne proposent pas de solution, ils proposent des scénarios de si on fait ça, ça va faire ça, si on fait ça, ça va faire ça. Voilà, ils ont fait quelques... Mais c'est vraiment des experts super pointus du domaine. C'est dans un du groupe 2, c'était c'est Jouzel, je crois, qui a fait un rapport que vous pouvez lire aussi, que je vous mets également en référence à la fin. Et le groupe 3, vous avez 4 scénarios. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les passer. Alors, vous avez le lien ici. Et ça ne va peut-être pas passer sur la vidéo, par contre. Ouais, c'est ça. Alors, je vais sortir du diaporama. Je crois qu'il faut que je vire ça. Avant, ça marchait bien. Après, ils ont dû changer les bugs. Super. Pour remplacer le pourcentage de F par un slash et le pourcentage de 3F par un interrogation. Elle est pas bonne, mon adresse? Alors, en fait, c'est qu'elle est entourée, du coup, bah... Faut que j'enlève quoi, tu me dis? Le pourcentage de F, ça devient un slash. Ça, là? Ouais. C'est pourcentage 2F. Ouais, ça devient un slash. Le pourcentage par aussi. Voilà. Ensuite, le pourcentage 3F, ça devient un point d'interrogation. Le pourcentage 3D, ça doit être un égal. Ah oui, ouais. Et là, ça devrait marcher. Ouais. Bon, je pense que sur la vidéo, vous ne l'aurez pas, mais vous avez le lien. Importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité Carbone carbone d'ici 2050. Alors là, c'est les 4 scénarios. La neutralité carbone. C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et aux sols. Compléter si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi. Pour mobiliser autour de la nature, sanctuariser et autour d'une économie du lien plus que du bien.
La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie et donc de biens et de services est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Sinon, vous avez le crumble aux pommes par Philippe et Céleste. Bien. Ça vient pas du télescope, ça? Alors, vous avez ce qui vous sera demandé et ce qu'il faudra savoir faire, c'est de pouvoir toujours être sensibilisé quand vous allez faire quelque chose, un nouveau système, vous allez choisir un matériau, on verra ça, savoir calculer l'empreinte carbone de ce que vous allez faire. Parce que vos choix sont importants. On le voit notamment en 4e année en éco-conception. Quand on fait l'éco-conception, on prend un matériau, le premier qui vient dans la liste, puis on ne se pose pas trop de questions. Maintenant, il faut être sensibilisé à l'impact environnemental du matériau que j'utilise. Je m'intéresse d'où il vient, est-ce qu'il vient de l'autre bout de la planète, de l'énergie qu'il a fallu pour l'extraire, etc. Il faut se poser des questions à chaque étape de votre métier d'ingénieur. Et là, vous avez un rôle à jouer qui... On a l'impression de se dire, oui, ça sert à quoi si moi j'éteins la lumière en sortant d'une pièce? C'est pas grand-chose, sachant que si tout le monde se dit ça, et notamment nos politiques, oui, bon, ben moi la France c'est pas très gros, qu'est-ce que ça va changer? À côté de ça, il y a l'Allemagne, ils sont plus gros, ils polluent plus que nous, donc ça sert à rien de faire des efforts. Et puis que l'Allemagne se dit, oui, mais à côté, nous on a des pays, je sais pas, la Russie, la Chine, les États-Unis.
Si personne se met à son niveau, prend conscience de ça, bah, personne ne fait rien, et c'est ce qu'on fait actuellement, personne ne fait rien. Personne ne fait d'efforts, etc. Donc essayez de... Le principal problème qu'on va avoir ici, c'est ce que vous entendez toujours en ce moment dans les actualités, la sobriété, on nous demande de diminuer notre consommation d'énergie. C'est... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, souvent, dans ces projets de transition énergétique, il y avait des étudiants qui essayaient de trouver des énergies, des sources d'énergie qu'on n'aurait pas inventées. Notamment, il y en a qui voulaient récupérer l'énergie des pas quand on marche sur les trottoirs pour récupérer l'énergie pour éclairer la rue. Qui voulaient recharger le téléphone portable en mettant une batterie qui allait se recharger toute seule grâce au mouvement qu'on allait faire son footing. Vous avez vu les ordres de grandeur qu'on avait? On n'y est pas du tout, hein, en fait. Donc ça sert pas à grand chose d'essayer de chercher des nouvelles sources d'énergie. Essayons d'économiser déjà celles qu'on a. Essayons d'économiser les ressources du pétrole pour faire peut-être des matières plastiques qui vont être utiles plutôt que d'avoir à les cramer. Après, c'est peut-être pas une solution non plus. Mais c'est de se poser tout ce genre de questions-là. Moi, je ne vais pas avoir de jugement de valeur en vous disant c'est bien ou c'est mal de faire ci ou de faire ça, mais simplement c'est que chacun prenne conscience de ce qu'on peut faire à notre niveau. Et vous, en tant qu'ingénieur, vous avez beaucoup de pouvoir. Et vous avez, on est en train de changer les maquettes pour mettre toutes ces conditions de développement durable, de responsabilité sociétale dans les maquettes d'enseignement. Et avec l'équipe de direction, on se disait ah oui, on va demander, on va réunir le CSP, le Conseil scientifique et de perfectionnement, dans lequel il y a des industriels qui vont venir, et ils vont nous dire comment faire. Non. La problématique de cette notion-là, c'est que généralement, vous êtes meilleurs que nous, et vous connaissez mieux que nous, en moyenne, hein, pas tous, mieux que nous les problématiques. Et vous êtes notamment beaucoup plus sensibilisés. Donc vous avez un poids quand vous allez chercher votre futur employeur, et notamment, surtout, nos geeks d'informaticiens, là, de choisir les entreprises qui ont une démarche qui correspond à vos convictions. Alors effectivement, vous êtes que NCimien, vous seriez polytechnicien, vous auriez encore plus de poids. Donc je pense que les polytechniciens, c'est à eux de choisir de ne pas aller travailler dans de la finance, mais aller travailler sur des problématiques d'ingénierie réellement, parce que c'est des cerveaux, c'est des gens qui sont brillants, et de dire, bah non, je ne vais pas travailler dans cette boîte-là, parce que la politique de l'entreprise, au niveau environnemental, ne me plaît pas. Et ça, vous avez un pouvoir de faire changer ces choses-là, parce qu'on a besoin d'ingénieurs dans les entreprises, et si les gens ont du mal à recruter, ben, ils vont peut-être changer leurs pratiques. Et là, vous avez plus de poids. Et vous avez plus de poids également pour faire changer les pratiques au sein de vos cours et de vos enseignements en ayant ces notions-là. Okay. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment réaliser un bilan carbone. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Sciences de l'ingénieur NC que vous allez pouvoir retrouver, dans lequel je mettrai également la vidéo de ce cours-là, si j'arrive à la mettre sur Internet. Ce sera la deuxième étape, si la captation s'est bien placée. Et puis, donc vous avez une petite vidéo qui vous explique le tableau bilan carbone, ce qu'on pourra faire également en TP. Je ne sais pas, il reste quoi, 5 minutes pour le voir. Vous avez également le site bilan gaz à effet de serre sur le site de l'ADEME, où vous pouvez faire votre bilan carbone en ligne. Et s'il y a des gens que ça intéresse, ce que je proposerai au semestre 6, vous avez des projets transversaux à faire, c'est de faire le bilan carbone de l'école, qui n'a jamais été fait. Donc si ça intéresse certains parmi vous, de faire le bilan carbone, c'est pareil, c'est juste faire le constat de les déplacements pour aller voir les alternants, les stagiaires, ce qu'on mange le midi, comment on chauffe. Alors là, il y a une grande problématique sur l'ENSIM, sur l'étanchéité du bâtiment. Donc c'est... Mais personne n'est capable de dire quel est le nombre de tonnes de CO2 que l'ENSIM produit. Et je trouve que c'est intéressant, mais on fera ça évidemment pour le deuxième semestre, parce que c'est un projet qui est très intéressant de faire un bilan carbone. Et vous avez tous les outils, je vous donne tous les outils pour faire votre propre bilan carbone chez vous. Alors il faut vos factures d'énergie, ce que vous consommez si vous avez une voiture, si vous avez une trottinette, combien de fois vous la rechargez, etc. Vous mettez tout ça et vous pouvez faire le bilan annuel et avoir votre empreinte carbone directement. Je vous mets également un certain nombre de sites à consulter. Donc évidemment le site de l'ADEME. Donc c'est une agence gouvernementale là pour le coup. Donc ça dépend du ministère de l'écologie.
Le Shift Project, donc, créé par Jean-Marc Jancovici, toute une équipe. Donc il y a des ingénieurs, des mines, alors des polytechniciens, je ne sais pas, qui font un travail de vulgarisation et qui travaillent avec les écoles également pour faire les contenus au niveau développement durable et responsabilité sociétale. Je vous ai mis un lien vers le GIEC. C'est IPCC en anglais. Alors là, il est sur si vous êtes sur le site hébergé en Suisse. Bon, peu importe, vous suivez ce lien-là, vous allez trouver les informations, c'est en français. Les différents rapports, il y a des résumés. Là, je vous ai mis une miniature sur le réchauffement planétaire de 1,5 degré à 2050, c'est ça l'objectif. Et puis, je vous ai mis également le rapport Jouzel que vous pouvez lire, c'est une centaine de pages. Donc Jouzel qui était rapporteur d'un groupe, dans le groupe 2, sur les conséquences du réchauffement climatique. Okay. Au niveau du projet, vous allez devoir trouver une idée innovante d'un système, c'est-à-dire quelque chose qui est fini, qu'il va falloir développer. Ça peut être un système informatique, mais quelque chose que vous allez pouvoir, qui aura un périmètre, qui aura une frontière nette, et qui va permettre de résoudre une des problématiques de tout ce que je vous ai présenté ce matin. En gros, vous avez eu la petite vidéo, c'est une vidéo d'introduction sur les 4 scénarios. Ces 4 scénarios sur des problématiques différentes. Vous pouvez aller consulter sur le site du GIEC les différents scénarios avec des préconisations. Donc c'est soit de la capture du carbone, soit consommer moins, etc. Un projet qui peut être très sympa, c'est vous prenez un objet existant du quotidien et vous allez essayer de réduire sa consommation énergétique. Je ne vous demande pas de la diviser par 10, de la diminuer, d'optimiser les choses, etc. Le but de ce module, c'est que vous appreniez à faire un cahier des charges fonctionnel, une analyse fonctionnelle, savoir faire une méthode apt, vous allez faire une petite méthode apt, votre système il doit faire ci, il doit faire ça. Mais en ayant toujours à l'esprit qu'il va falloir calculer son empreinte environnementale, sa quantité d'énergie consommée, ses gaz à effet de serre rejetés, et essayer de prendre le maximum de choses de spectre. Alors je ne vous demande pas, parce que vous débutez dans le domaine, de prendre tout. Si vous ne prenez pas tout, c'est pas grave, mais essayez déjà d'être sensibilisé à mes composants que je vais prendre. Ils viennent d'où? Ils viennent d'à côté. Est-ce que je les commande sur Amazon, sur AliExpress, ou est-ce que je peux trouver un fabricant qui est sur place? Donc, des choses comme ça, se poser ce genre de questions-là, qu'il faudra avoir tout au long de votre carrière. En résumé, l'objectif, c'est 1,5 degré. À l'origine, c'était 2 degrés pour 2050. Ça veut dire qu'en 2050, il faudra que chaque être humain sur Terre consomme en une année l'équivalent d'un Paris-New York en avion. Du coup, pas de vacances. Si, mais tu peux aller en Normandie, c'est cool la Normandie, surtout qu'il fera très chaud. Et je pense que les plages du débarquement, ça va être le nouvel Eldorado. Investissez sur la Normandie. Bien, bonne journée à vous. Si vous aussi.